Bon, bien cher Roger, qu'est-ce que tu dirais de commencer tranquillement par quelques éléments qui permettent de planter le décor sur ton univers familial au départ, où es-tu né et comment as-tu été accueilli, dans quel univers as-tu grandi? Ouais. Je suis né par hasard à Saint-Maur-des-Fossés. Je ne suis jamais mis les pieds depuis l'âge de 3 mois, je pense. C'était un peu un hasard. Mon père, qui était né en 1891, ça fait un moment, était a une carrière très particulière. À ce moment-là, quand je suis né, il était voyageur de commerce. Et il avait une particularité, c'était un bon vendeur. Il vendait essentiellement des radios, du matériel ménager, du matériel électrique. Il se fâchait avec son patron et alors il prenait un autre poste dans une autre ville. J'ai donc dû faire une bonne douzaine de villes de France dans mon enfance. Ça m'a donné une certaine dimension internationaliste, d'autant plus que ma mère était grecque, ou plus exactement franco-italo-grecque. Elle était. Voilà, mon père, en 1911, commence son service militaire. Manque de peau, il faut 3 ans à cette époque-là. En 14, au moment où il va être libéré, déclaration de guerre. Il en prend donc pour 5 ans de plus. Il a fait 8 ans de service militaire, le pauvre. Et puis, il est allé s'est débrouillé pour aller en Orient, comme on disait, dans les armées d'Orient, pour échapper à Verdun. C'est une longue histoire que j'ai racontée 2 ou 3 fois. Oh, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais gosse. Il racontait cette histoire parfois. Voilà, c'était 1916 et on faisait la rotation de tous les régiments de France pour aller se battre à Verdun. Il était à ce moment dans un secteur pas trop dur, mais on prévient les hommes qu'on va aller à Verdun. Et puis on leur dit, ceux qui sont de la deuxième réserve, 3 pas en avant. Mon père se dit, qu'est-ce que je fais? Ou je reste là et je vais mourir à Verdun, ou bien je triche et je dis que je suis de cette réserve, parce que je sais que mon dossier militaire était à Verdun, que ça a été détruit par les bombardements, donc il fait un pas en avant. C'est comme ça qu'il est allé, il a échappé à Verdun, et il est allé en Orient compter des sacs de farine pour l'indépendance. Et quand il racontait ça, moi j'avais 8 10 ans, j'étais très impressionné. Je me disais, voyons, s'il n'avait pas fait son pas en avant, il serait mort, j'existerais pas. Et c'est comme ça qu'a commencé ma carrière métaphysique. En tout cas, je dirais psychologue, de psychologue ou psychanalytique, parce que beaucoup plus tard, alors adolescent, j'étais un peu cabochard, et ça mettait mon père en colère, c'était fait pour. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu as donc dans le crâne? Il y a un moment, je me suis dit, mais c'est vrai, ça, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a dans ce crâne? C'est pour ça que je suis devenu psychologue et ensuite psychanalyste. Bon, en fait, en Grèce, où il était, donc près à Salonique, hein, dans l'extrême Grèce, est de la Grèce, il a rencontré une jeune fille franco-italienne, de mère française et de père italien, qui est devenue ma mère. Donc la guerre finie, elle vient en France, ils se marient. Ils ont un enfant qui est mon frère aîné, j'ai un frère de 5 ans de plus âgé que moi, et ensuite moi. Voilà. Et ensuite, alors, bon, ben, tous ces déménagements. Mon père était persuadé que quand on veut, on se débrouille dans la vie, ou c'est guère utile de faire des études, si bien que j'ai dû me battre réellement pour dépasser le brevet élémentaire. Déjà, le brevet élémentaire, il trouvait que c'était beaucoup, parce que j'aurais pu quand même à 12 ans, 13 ans. C'est pas un mauvais homme du tout, mon père. Mais lui, il pensait que les études, ça ne sert pas à grand-chose. La preuve, c'est qu'il n'avait pas fait. Euh, bon, passé le brevet élémentaire, comme j'avais un prof de cours complémentaire, à 15 ans, 16 ans, il me dit non, tu peux être instituteur parce que là, il y a une bourse, c'est payé, hein. Et effectivement, simplement c'était en 1942, hein, non, 41. Il fallait prouver qu'on n'est pas juif. Mon père a donc fait toutes les démarches
qu'il fallait pour prouver qu'on n'était pas juif. Et j'ai été admis à l'école normale d'instituteur, mais à ce moment-là, elle était fermée. Et Vichy, qui n'aimait pas du tout les instituteurs, avait transformé ça en études secondaires, avec juste une année de formation professionnelle après le bachot. C'est pourquoi j'ai fait le lycée à Janson-de-Sailly, le lycée le plus chic de Paris, parce que c'est là que se trouvaient ces classes d'instituteurs. Bon, ensuite, alors comme j'avais effectivement une petite bourse, mon père avait admis, mais arrivé au niveau d'instituteur, je n'avais pas envie d'être instituteur du tout, moi j'avais envie de faire des études supérieures. Alors là, mon père ne veut pas, et puis je me bats et je lui arrache une année supplémentaire, il n'était vraiment pas un mauvais bougre, mon père, pour aller à Henri IV faire une classe préparatoire à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. J'ai fait cette année, mon père m'avait accordé une année, j'ai donc travaillé comme un fou, et je n'ai pas été admis, parce que la plupart du temps ça se faisait en 2 ans, je ne sais pas ce que c'est devenu. Il y avait dans la crème qui accédait en un an, mais beaucoup redoublaient et il fallait 2 ans. Ben, en un an, j'avais réussi à être troisième sur la liste des inscrits supplémentaires, mais il n'y a pas eu d'assistement. C'est là que je suis allé faire ma licence. Alors pourquoi de psychologie? Ben, parce qu'elle venait de se créer, c'est l'année même où on a créé la licence de psycho. Puis je trouvais que c'était plutôt intéressant, c'est peut-être à cause de qu'est-ce que j'ai dans le crâne. En tout cas, j'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai trouvé, par recommandation, un prof d'histoire que j'avais eu lors de l'année de formation d'instituteur, qui m'avait recommandé à Zazo, qui était à ce moment-là, qui était devenu directeur du laboratoire de psychologie de l'hôpital de Roussel, qui m'a engagé comme collaborateur technique. J'ai donc passé là quelques années au service de Zazo. Voilà, grosso modo, après quoi, bon, ben, je me suis marié avec une institutrice. Bon, j'ai divorcé par la suite, j'ai eu 2 enfants, 2 jumeaux. Puis bon, voilà, ainsi de suite. Donc, les études d'instituteur ne correspondaient pas chez toi à une aspiration à l'enseignement. C'était vraiment un tremplin pour accéder à ce que ton père ne portait pas vraiment en très grande estime, c'est-à-dire des études supérieures. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. J'ai réussi, mais vraiment un peu comme on conquiert quelque chose, parce que on ne suis pas spécialement fier, mais il fallait un peu s'accrocher. C'est ça, c'est ça. Et tu insistes beaucoup sur ton père qui avait des idées arrêtées. Est-ce que tu peux dire un mot de ta mère là-dessus? Elle ne participe pas à ce genre de débat, c'est plus compliqué. J'avais toujours, non, je peux dire, toujours eu le sentiment, mais c'est le sentiment, hein, d'être l'enfant préféré de ma mère, plus que mon frère. 5 ans d'écart, c'est un assez gros écart, on est un peu en situation d'enfant unique à ce moment-là. Comment ça s'est placé dans sa vie? Mon frère, 1921, elle venait d'arriver en France. Moi, 5 ans plus tard, elle était déjà acclimatée. J'ai le souvenir d'une femme très, très douce, un peu résignée. Il y avait quand même cette chose étonnante, c'est qu'elle ne parlait jamais, mais rigoureusement jamais, de son enfance, de sa vie, et je n'ai jamais entendu un mot. Tout ce que je savais, c'est qu'elle avait 2 sœurs, elle-même venue en France, épousant des Français, et que de temps en temps, elles se retrouvaient toutes les 3. Alors j'étais très effrayé, parce qu'elles parlaient un langage incompréhensible, c'était du grec. Elles parlaient en grec toutes, parce qu'elles étaient nées en grec, élevées en grec. Bien que franco-italienne, c'est leur langue, c'était le grec. Alors j'étais très très effrayé de les entendre parler grec. Et puis, un peu résigné, et elle a contracté un cancer dont elle est morte quand j'avais 11 ans. Ah oui. Et ça a été très dramatique pour moi, parce que vraiment j'étais petit, quoi. J'étais un petit. Et donc ma mère est morte, je vois que ça a beaucoup marqué. Je ne dirais pas plus, mais voir une mère morte quand on a 11 ans et vraiment un enfant, ça a beaucoup marqué tout le reste. Y compris l'analyse, mais aussi pas mal de relations personnelles, c'est comme ça. Alors, est-ce que tu crois que maintenant nous pourrions aller du côté de
cet intervalle entre ce que tu viens là de dire en dernier et le départ professionnel, hein, c'est-à-dire le CNRS un peu plus tard, mais enfin assez rapidement, puisque si je comprends bien, c'est à l'âge de 22 ans donc, que tu vas te retrouver au CNRS. Au CNS, oui, comme collaborateur technique. Tu sais, il y a les deux. C'est un technicien au service d'un patron. Donc on m'a affecté au service de Zazo, qui à ce moment-là dirigeait le laboratoire de psychologie de l'hôpital Henri-Roussel. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'en succession de Vallon, il est devenu directeur du laboratoire de psychobiologie de l'enfant de l'EPHE. Donc là, c'était Henri-Roussel. Eh ben, mon Dieu, j'étais supposé faire ce qu'il me demandait de faire, alors il m'a fait faire un certain nombre de calculs sur le QI, sur les courbes de développement, mais je me suis rendu compte tout récemment qu'il m'employait beaucoup à autre chose que ce pourquoi j'ai été fait, à savoir le laboratoire était à double vocation, un laboratoire de recherche, PHE, et un laboratoire de clinique de consultation au service de la consultation psychiatrique d'Henri Roussel. Donc tous les matins, on recevait des consultants. C'était presque toujours des enfants accompagnés de leurs parents et en échec scolaire. C'est comme ça, 3 fois sur 4. Alors Zazo avait lancé là-dessus, en collaboration avec Ajuria Guerra, d'ailleurs, plus ou moins. C'était un type tout à fait sympathique. Un programme de recherche sur les dyslexies, les troubles du langage oral et écrit, dont on était supposé trouver le matériau dans la consultation avec quelques systématisations d'examens par test. Voilà. Mais enfin, j'ai donc passé toutes les matinées pendant des années à faire de la consultation clinique de psychologue la plus ordinaire. J'ai fait des centaines de millésimons. Et le reste du temps, l'après-midi, je supposais faire de la recherche, celle que Zazo me demandait, et ensuite, quand j'en ai eu un peu marre d'être comme ça, un petit peu l'employé de Zazo, personnellement, ça ne marchait pas toujours très bien, j'ai demandé à entrer comme chercheur, j'ai été recruté, je suis devenu stagiaire. À ce moment-là, il y avait des stagiaires, et ensuite on devenait attaché de recherche, puis ensuite attaché, chargé, directeur. Ça a duré un certain nombre d'années. C'est là qu'alors, ayant pris mon indépendance, relative indépendance de chercheur, avec Zazo comme directeur et Fraisse comme parrain, il y avait un parrain, je me suis mis à faire de la psychologie expérimentale, avec cette histoire de test de troisième cycle et de réflexes psychogalvaniques, et puis différents travaux sur les rapports vitesse-précision, etc. Enfin, c'était toujours un peu de ce que j'ai qualifié l'économique, à savoir la mobilisation, démobilisation, rythme de travail, etc. Et donc, à l'époque, tu étais pétri du paradigme expérimental. C'était l'hypothético-déductif était ta boussole. Le paradigme expérimental était vraiment quelque chose auquel tu adhérais? Non, c'était l'un des 3 pieds, il y en avait 3. Alors, l'autre, c'était la psychologie du développement. oui, déjà. Ah oui, c'était Henri Vallon qui était derrière tout ça. Zazo était un élève direct de Vallon, et le petit groupe dans lequel j'étais, il y avait 5-6 chercheurs dans Roussel, nous avions tous Henri Vallon comme grand-père dans l'affaire. J'ai beaucoup lu, non seulement tout Vallon à l'époque, mais j'ai lu énormément de Piaget. J'ai eu une longue période piagétienne, et d'ailleurs je lis encore un peu. Tout récemment, réfléchissant à mon travail là, sur la réalité, et retrouvant la définition de la réalité psychique telle que Freud l'avait donnée et que beaucoup de gens l'ont gardée, je me suis rendu compte qu'il y avait une question développementale pour tous ces gens en psychanalyse. Comment s'instaure la réalité psychique? Et je suis tombé sur une phrase de Freud disant que, pour une part, la réalité, c'est ce qui
ne réagit pas directement à la motricité, tu vois, c'est-à-dire que si une action motrice supprime l'incitation, c'est que c'est dedans. Si ça c'est que c'est dehors. Ça ne supprime pas, c'est que c'est dedans. Je me suis dit, mais bon Dieu, aucun de ces psychanalystes ne s'est jamais intéressé à Piaget, dont toute l'œuvre est de psychologie génétique, c'est-à-dire comment s'est mis en place l'appareil psychique. Et il a vraiment apporté des choses considérables là-dessus. C'est totalement ignoré des psychanalystes, ça me surprend beaucoup. Voilà, c'est un peu une incidente. Mais donc mon premier pied, c'était la psychologie expérimentale, avec son idéal de rigueur, de contrôler les variables, un peu surestimé. J'ai appris assez vite, d'ailleurs, à en faire la critique, à force de lire des travaux de psychologie expérimentale. Je me suis aperçu qu'il y avait une forte tendance des gens à arranger un peu les données en laissant tomber les cas aberrants, voire même tout simplement en ne publiant jamais une recherche qui donne rien. Donc on publie toujours ce qui donne quelque chose. En plus, j'étais assez bon en statistiques, j'avais trouvé un certain nombre de procédés qui conduisent à affiner les résultats et les maximiser de façon à ce que ça soit joli. Bref, j'étais devenu très statisticien à l'époque. Voilà, mais enfin, donc ça c'était la psychologie du développement. Et le troisième pied, c'était la psychologie différentielle, c'est-à-dire tout ce qui procède par test et qui recherche les différences interindividuelles. Ça, c'était l'option de Reuchlin. Reuchlin était un type bien que j'ai fréquenté, connu, tandis que Léron, c'était plutôt psychologie du développement, tu vois. Voilà, et réellement j'ai navigué un peu de l'un à l'autre, y compris par des travaux publiés pendant 15 ans, là, 12 ans, 15 ans. C'est ça. Et alors, comment est-ce que la psychanalyse montre le bout du nez dans ce triptyque-là, qui m'a l'air déjà bien solidement installé? Elle est arrivée par des accidents de parcours. Je me souviens que dans même la clinique des tests, et celle du matin, quand je voyais les gens, je me souviens d'une dame, une vieille dame, elle avait bien 50 ans, hospitalisée dans le service d'à côté, à Henri Haussel. On envoyait de temps en temps, qui était envoyé par le médecin pour qu'on fasse des tests. Alors, je lui fais le test de Wechsler, et je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire quand on trouve dans la rue une lettre portant un timbre neuf. Elle me regarde et me dit, jeune homme, c'est plus de mon âge, toutes ces questions-là. J'ai eu honte, mais vraiment honte. Je me dis, enfin, quel con, qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est-à-dire que, et je me suis aperçu d'ailleurs que la formulation même des questions, nous le savons tous, mais à l'époque c'était un peu une découverte qui a un biais considérable dans la mise en situation. Et là, j'ai publié d'ailleurs assez vite un article ou deux sur la situation de test, ça c'était le titre, la situation de test en tant que mise à l'épreuve de la valeur personnelle. En reprenant alors toute mon expérience d'Emina Simon et autres, et il était devenu évident qu'il y a deux types de gosses. Quand les parents viennent, ils ne travaillent pas bien, il n'y a pas de mémoire. Bon, il y a le mot comme ça, puis il y a le mot tellement content de montrer qu'il est malin qu'il y va à fond. Évidemment qu'il a le meilleur résultat. Autrement dit, il y a un facteur d'investissement. Tout ça sont des choses que nous connaissons, mais que j'ai découvertes à ce moment-là dans la clinique même. C'est-à-dire une mise en cause de la situation d'examen et de la mise en évidence, en effet, de la valeur personnelle. D'où la valeur personnelle qui a été tout un thème d'action. Les valeurs personnelles, un de mes tout premiers livres, c'était un livre sur les systèmes de valeurs entretenus par les enfants, c'est-à-dire ça s'appelait modèle d'enfant, enfant modèle, c'était au PUF, sur la base d'un questionnaire où on demandait à l'enfant de classer des valeurs du genre être beau, être fort, être intelligent, être loyal, avoir le sens de la musique, etc. Choses valorisées. Comment tu penses que tu es, comment tu voudrais être, comment il y avait 3 ou 4 points de vue comme ça. À force de jongler sur les points de vue et les déclarations, c'était un chemin vers l'intérêt pour le soi, ce qui est devenu le soi, c'est-à-dire l'auto-évaluation, l'auto-estimation, l'autodescription
tout ça encore dans une perspective qui n'est pas du tout psychanalytique, mais où j'ai publié, je ne sais même plus, tu sais, j'ai publié tellement de trucs, il y avait 4 ou 5 articles de cette époque-là, sur la représentation de soi. Il y a d'ailleurs un livre, tiens, collectif, que j'ai appelé La représentation de soi. C'était un livre collectif avec des thésards. Voilà, alors tout ça c'était une espèce de cheminement pour Voilà. de changement de point de vue. Voilà. Et donc ça, on va dire, c'est l'articulation, c'est la cheville, c'est-à-dire à l'intérieur même de ce triptyque Oui. expérimentaliste, développementaliste et différentialiste, Oui. tu as une réflexion qui amène Une remise en cause. Voilà, une remise en cause. Oui, toujours. Et le contact avec la psychanalyse elle-même, alors c'est une étape supplémentaire, c'est un pas de plus. Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, dans toute cette première période, je trouvais que la psychanalyse, c'était pas sérieux, là, ils disent n'importe quoi, ça n'a pas la rigueur scientifique que moi je poursuis toujours. Et je me souviens, ça c'est peut-être off the record, mais tant pis, ça peut y être d'ailleurs. Nous avons eu, j'étais à Riocel, et je vois arriver une jeune femme tout à fait sympathique, médecin, agrégé de philo, qui venait voir comment c'était la psychologie de laboratoire. Et je me rappelle qu'un jour, on se baladait dans la cour après avoir déjeuné à la cantine de Sainte-Anne. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la psychanalyse? Alors je me dis, c'est pas sérieux, la science c'est quand même pas ça. C'était Collecino. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Bof, bof, au revoir. Oui. Ça m'est parfait. Et après, c'était vraiment très drôle. Alors, en fait, je crois que c'est Jean-Luc Donnet qui m'a ouvert les yeux, finalement. Parce que, à cette époque-là, je courais un peu la vacation, moi, parce que salaire CNRS, c'était pas fameux. Et plus comment ça s'était arrivé. Mais il se trouve que Michel, qui à ce moment-là était un peu à la recherche en effet d'emploi, pour des raisons tout à fait autres, avait été embauché par Chertok. Chertok, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Léon Chertok. Ouais, Léon. Il était un type intéressant. Avait entamé une recherche sur l'accouchement sans douleur. Oui, j'ai le livre. Ah, tu l'as? J'ai le livre qui correspond, il y a des pépites là-dedans. Alors, oui, il y a une contribution de Jean-Luc Donnet, il doit y avoir une contribution écrite de Michel. Moi, je ne crois pas, mais je dois être cité comme expert. Il m'avait engagé comme expert en méthodologie. Moi, je voulais bien. Et nous avions d'assez longues discussions à Rothschild, c'était à Rothschild. Et notamment avec Jean-Luc Donnet, qui était tout jeune et tout pétant de flamme, qui s'est mis un jour à m'expliquer que l'histoire, c'est quand même pas si simple que ça, que ça se refait, ça se redigère, ça se modifie, ça se métabolise. Il en parlait avec tellement de... Je me suis dit, mais c'est vrai, ça, il a raison. J'avais toujours pensé que l'histoire, c'était parfaitement unilinéaire et que le souvenir, c'est ce qui s'est passé avant, quoi. Et là j'ai compris je me suis dit, mais il y a des psychanalystes intelligents. Et là, j'ai commencé, en effet, si tu veux, dans la suite de ce parcours de remise en question que je viens de décrire, il y a eu une ouverture qui s'est faite. Là-dessus, Michel a commencé son analyse, et 4 ans après, j'ai suivi. D'accord. Mais c'est pour Michel toutes les qui a raisons, été... C'est pour toutes les raisons personnelles, en plus, qu'on peut imaginer, de faire une analyse. Bien C'est sûr. Michel qui a commencé. Oui. D'accord, donc c'est ta femme qui a montré le chemin, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu avais son témoignage Oui. Et tu la voyais vivre cette expérience et ça t'a donné envie. Et tout à fait, et on en parlait, enfin, si tu veux. Elle m'expliquait un peu de temps en temps des choses, avec modération, mais quand même. Et de plus en plus, je me suis dit, il faut que j'y aille, c'est pas possible. D'accord. C'est là que j'ai cherché finalement, que j'ai demandé à Green, qui m'a fait porter 2 ans, je crois, puis qu'un jour me téléphone. J'étais en train d'écouter le boléro de Ravel, si bien que le boléro de Ravel est toujours resté lié à ce coup de téléphone de Green, me disant, voilà, j'ai une place, on peut commencer. On a commencé. D'accord.
Et donc là, tu es toujours quand même associé à ton triptyque, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il Oui. y a bien une période transitoire Ouais. entre cette première appartenance au CNRS et puis la suite. Alors ça n'a pas été facile, évidemment. Euh, mais alors, je ne me rappelle plus très exactement, si tu veux, le détail du cheminement, mais je crois que c'est... Non, c'est pas à ce moment-là. J'étais chargé de recherche. C'est-à-dire que j'avais franchi l'étape attachée, j'étais devenu chargé. J'avais une certaine indépendance. Et j'étais en cours non, de préparation. Là, il faut que je recycle. Je crois que j'avais franchi la thèse de troisième cycle et je m'étais mornement à préparer une thèse d'État. Mornement, j'en ai un peu marre. Et comment ça s'est passé cette affaire? Voyons, là, la question était, je trouve. Tu sais, on t'imagine donc rencontrant Jean-Luc Donnet alors que tu es déjà, enfin tu es bien engagé dans l'expérimental. Et je commence l'analyse, c'est-à-dire comment tout mon l'analyse. travail, y compris CNRS, s'est trouvé reformulé. Ben, par le biais largement des représentations de soi, qui, tu vois, peut déjà avancer un pied là-dessus, d'un certain nombre de travaux de psychologie clinique qui s'en rapprochaient, mais aussi, c'est curieux, j'ai quelque chose qui m'échappe là, je me demande pourquoi. Ah, voilà. J'en avais marre. J'ai été à ce moment-là nommé, je crois, directeur de recherche. Il y a quand même longtemps. Hein. Et ce qui me rendait libre. C'est-à-dire que je n'avais plus de patron que moi. C'est un statut vraiment très très privilégié des directeurs de recherche qui ont le choix de leur implantation, de leur thème de recherche, dont ils ne rendent compte à personne que par le rapport annuel qu'on doit donner au CNRS et les publications. Mais on est censé être directeur en effet. À ce moment-là, ah oui, non, voilà ce que j'ai court-circuité, qui a été quand même important, bien entendu. Bon, je reviens en arrière, c'est un gros morceau. Quand j'en ai eu marre d'être à Henri Roussel, pourquoi j'en ai eu marre? C'est là qu'il y a... j'ai préféré passer, avec l'accord de Zazo, mais peut-être aussi l'avait-il lui-même suggéré, passer du laboratoire de Henri Roussel au laboratoire de la rue Gay-Lussac de psychobiologie de l'enfant, l'ex-laboratoire de Vallon, que Vallon, qui avait pris sa retraite, avait refilé à Zazo. Donc je change de laboratoire. Et du coup, je change de contexte de travail. Parce que là, d'une équipe de 4 ou 5 personnes, tombe dans une équipe où il y avait une bonne dizaine de personnes. Avec des personnages assez pittoresques, recrutés là par Vallon et qui étaient restés, mais aussi toute une série de gens recrutés par Zazo. Avec une idéologie de recherche développée par Zazo, il avait l'ambition de créer une grande équipe collective, tu vois, avec un travail dont le thème était défini très collectivement, chacun apportant sa pierre sous un angle. C'était pas bête, mais c'était un peu modèle américain quand même, et ça fonctionnait plus ou moins bien. J'ai passé quand même 3-4 ans là-dedans. Avec Zazo, il y avait quelques grincements qui en étaient responsables. Lui, moi, je ne sais pas, probablement les deux. Mais je me souviens, ça peut-être ça doit pas figurer, mais je te le raconte. Je m'intéressais beaucoup aux déficients intellectuels, Oui. aux débiles. Et depuis longtemps, et en partie grâce à Zazo. Et puis, là a joué quelque chose, c'est que justement, dans le cadre de cette remise en cause des tests, de tout ce qu'est la motivation,
et déjà d'une orientation développementale qui ne demandait que la psychanalyse pour s'épanouir, m'était venue la conviction que beaucoup de retards intellectuels moyens et légers sont psychogènes ou sociogènes, Oui. et non pas du tout d'origine organique, comme le voulait la doctrine de l'époque. Pour Zazo, il n'y avait de véritable arriération que organique. Et moi je me disais, mais non, mais regardez quoi, la plupart des mots qu'on voit dans les classes de perfectionnement, il n'y a aucune preuve de déficience organique. Il ne suffit pas de me dire qu'il n'y a qu'à regarder la mer, parce qu'il y a bien d'autres, etc., moyens de transmission. Non, il y a vraiment des insuffisances développées sociologiquement et surtout dans la tradition familiale. Oui. Je ne disais pas encore d'identification, Oui. mais au fond c'est ça que je voulais dire. Alors un jour, j'avais déjà participé à des colloques, publié des choses là-dessus. Je me mets en tête de préparer un que sais-je. J'aimais bien les que sais-je à l'époque, j'en avais fait un ou deux. Je vais en faire un. Je rédigeais un plan que je laisse sur ma table et il se produit une chose, ça c'est vraiment pas dans le record. Hein. Je rentre dans mon bureau et j'y trouve Zazo furieux qui dit mais quoi vous publiez un que sais-je sur la débilité? Vous n'avez pas le droit parce que comme ça c'était son affaire. J'étais furieux, je lui dis mais enfin je publie pas un que sais-je, j'y réfléchis. J'ai le droit de réfléchir, et puis qu'est-ce que vous faites là, à fouiller dans mes affaires? Ça a été sanglant. Il avait piqué, j'avais absolument pas, bien sûr, l'intention de publier à son insu ou contre son avis ou l'avis des collègues. Je réfléchissais. Alors ça a été une des marques ça, de la rupture, d'autant plus que j'étais alors vraiment en désaccord pour tout ce qui était le développement de l'intelligence et ses sous-développements, des déficiences moyennes et légères. Je me suis dit non, ça je suis plus à l'aise dans ce laboratoire. Je deviens directeur de recherche, je peux être où je veux, et j'ai cherché où aller. J'avais un peu sondé, comment il s'appelait, à la salle P. Duché. Bon, on n'avait pas accroché. Et il se trouve que là, Michel était entré chez Mises sur vacation, et pour faire un travail de recherche sur vacation, depuis 2 ans. J'ai rencontré Mises qui m'a ouvert la porte, j'ai donc créé un petit labo, une petite structure là chez Mises où je suis resté 15 ans quand même. C'est ça, et vous avez beaucoup écrit ensemble. Oui. Et toute la, de mon point de vue d'étudiant qui arrive quelques années plus tard, c'est la genèse des disharmonies évolutives. Oui. Et c'est important ça dans l'histoire de la pédopsychiatrie psychanalytique française. Oui. Je crois que Mises a été important dans cette affaire. Et Oui. moi, on s'entendait très bien tous les deux. Oui. Très bien. Vous avez beaucoup publié ensemble. Il était très patron. Je ne me laissais pas faire, c'est-à-dire que j'ai très vite établi que j'étais patron aussi, mais que dans l'institution, c'était lui le patron, le médecin-chef, etc. Donc j'étais un élément de l'institution, mais j'avais par ailleurs toute ma liberté, puisque c'est le CNRS qui me payait, et pas l'hôpital, pas l'AP. Donc on a fait un accord là-dessus, mais je crois qu'il a vraiment été important. Il a eu beaucoup d'élèves, psychiatres, mais aussi psychologues. Alors dis-moi, peut-être on peut dire un mot aussi de ta formation d'analyste en tant que telle, parce que donc on en est resté à l'idée sur le plan strictement psychanalytique que tu faisais une analyse avec Green, et donc qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là entre la fin de ton analyse et le début de ta formation? Ma formation, comme le veut le cursus, a commencé pendant l'analyse elle-même. D'accord. Les séminaires, tout ce qu'on peut faire. D'accord. J'ai été admis comme élève au bout de 3 ans d'analyse, je crois. D'accord. Alors que l'analyse a duré 5 ans. Donc là, tout ce qu'on fait, les séminaires, les groupes, c'est là que j'ai connu une bonne partie de gens qui sont devenus ensuite les amis de ma génération, au sein même de la SPP. Et puis quoi?
Est-ce que c'est une formation dans laquelle tu t'es engagé Ah oui, beaucoup. beaucoup? Beaucoup. Et l'analyse elle-même, avec un volume d'analyse qui, alors, à partir du moment surtout où je suis devenu membre de la SPP, a été croissant. Je l'ai maintenu à un niveau tolérable avec toutes les autres activités qui étaient CNRS et enseignement de fac. Mais quand même, je faisais à ce moment-là vraiment 2 ou 3 métiers. Hein. Chercheur, CNRS toujours, directeur de thèse, j'ai dû diriger 43 thèses, je crois, et enseignant et analyste. Alors, dans tout ça, peut-être je me fatigue un peu parce que là encore j'ai quelque chose qui... Ah oui, la formation. Non, je glisse déjà Je t'en prie. à l'étape formateur. Oui, non, mais garde-le un peu pour Alors, tout à l'heure. plus tard, oui. Voilà. Bon, donc, pourrais-tu m'expliquer un peu plus comment est-ce que tu passes du CNRS à l'université? Parce que moi, égoïstement, Oui. je te rencontre un beau jour, alors que je choisis des matières différentes en DEA, on disait à l'époque. Donc c'était quand on était psychologue, qu'on avait fini ses études et qu'on voulait s'engager dans la recherche. Et donc là, il y avait ce DEA, c'est-à-dire cette année intermédiaire, un SAS, entre la fin des études et la thèse, qui était d'ailleurs bien vertueux comme SAS. Bon. Et comment est-ce que tu te retrouves à l'université rue Serpente, en tout cas là où moi je te rencontre, et où probablement tu es depuis bien longtemps? Depuis toujours. Depuis toujours. Et donc, c'est quoi la voie de passage entre le CNRS et l'université? C'est l'école normale d'instituteurs. À l'origine, j'avais été voué à l'enseignement. J'avais pas voulu, parce que je voulais pas être institut, je voulais faire des études supérieures, mais l'enseignement ne me déplaisait pas. Je suis allé pendant des années à Beaumont-sur-Oise faire des conférences pour les instituteurs spécialisés. Oui. Zazo, lui, mais aussi, je crois, Oléron, m'avait demandé de faire quelques cours. Alors, rue Serpente, à l'Institut de psychologie de l'époque, sur des matières X, comme ça, parce qu'on avait besoin de quelqu'un. J'ai très longtemps été moniteur de travaux pratiques dans le cadre du diplôme de psychologie de l'enfant de l'Institut de psychologie. C'est pendant des années, je montrais aux gens comment faire des tests. On a été ensemble avec Michel là-dessus d'ailleurs. Chemin faisant, l'habitude s'est prise qu'on me demande des enseignements, notamment dans une option handicap et déficience que j'ai animée pendant longtemps dans le cadre d'un des diplômes de l'Institut. Et c'est comme ça que, si tu veux, chemin faisant, j'ai toujours eu 2-3 heures d'enseignement. Sur heure complémentaire, tu vois. Ok, donc depuis toujours. Et puis quand tu es directeur de recherche, là tu es l'équivalent à la fac, c'est que tu peux diriger des thèses. Ça correspond à l'habilitation à diriger les recherches d'aujourd'hui. Alors j'ai demandé un jour, parce que j'avais quelqu'un, j'étais encore au labo de Zazo d'ailleurs, mes directeurs de recherche, qui voulait pas de Zazo comme directeur, qui m'a demandé. J'ai dit, moi je peux pas. J'avais découvert qu'il suffisait, je le demande, que l'université est très contente d'avoir un directeur de recherche gratuit, parce que bien sûr, il n'y a pas à le payer. Et toutes les thèses que j'ai faites, j'ai jamais touché un sou. Pour les heures complémentaires de DEA, je touchais. Mais pour les directions de thèse, j'ai compris. Donc si tu veux, c'était un accord, l'université. J'ai toujours eu de bons rapports d'ailleurs avec les collègues, autres directeurs de thèse eux-mêmes. Notamment Roland Doron, qui était un type tout à fait charmant. Roger, non. Roland. Ah oui, tu as raison, oui. C'est le père de, comment il s'appelait, le fils de Bordeaux. Oui. Je ne sais plus. Oui, enfin, peu importe. Voilà, si tu veux, c'est une très longue habitude qui fait que je me suis inséré
dans l'Institut de psychologie et ensuite dans l'Institut, la psychologie de la rue Serpente, mais j'ai aussi enseigné à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, à Aix-en-Provence, de la méthodologie pendant 4 ou 5 ans. Tout ça, c'était des cours semestriels. Hein. À Genève, pendant 2 ans, à Alger, et même un peu à Oran. Mais Oran, c'était par correspondance. D'accord. Mais voilà, j'ai quand même, si tu veux, navigué pas mal dans des universités, essentiellement Paris, Aix et Genève et Bruxelles. Bon. Je te propose qu'on fasse une petite pause. Oui.